Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le démenti est formel. Le gouvernement équato-guinéen réfute les accusations de la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique à son encontre. Il dénonce une tentative de déstabilisation. Quelle place pour les jeunes dans la construction politique du continent? La journée de la jeunesse africaine célébrée ce dimanche a été l'occasion de se pencher sur la question. À focus dans cette édition. Et puis elle est considérée comme l'éolienne du futur. Un gros plan sur la saphonienne, une technique innovante mise au point par une start-up tunisienne pour produire l'énergie verte d'une manière efficace et à moindre coût. L'Afrique est à la croisée des chemins et dans ce contexte, les jeunes Africains, dont les 2/3 ont moins de 25 ans, veulent faire entendre leur voix afin de participer pleinement à la construction politique du continent. Nicolas Martin et Jean-Célestin Edianguet. Les événements dits du printemps arabe dès décembre 2010, la crise post-électorale ivoirienne ou encore l'insurrection au Burkina Faso en 2014 ont mis en exergue l'implication de la jeunesse africaine comme un nouvel acteur décisif dans la gestion des affaires de la cité. Une génération Facebook contestataire révolutionnaire qui entend prendre en main son destin et montrer qu'elle s'intéresse de plus en plus à la politique sans nécessairement la pratiquer. Les jeunes africains comme tous les jeunes du monde s'intéressent à la politique. D'ailleurs, ils la commentent, ils discutent entre eux dans des cafés, quand ils sont entre eux, mais ne la pratiquent pas. Ne la pratiquent pas généralement par faute de disponibilité, je dirais entre guillemets, des appareils politiques qui ont tendance à avoir peur des jeunes, parce que la jeunesse, ça apporte le changement, ça apporte le renouveau, ça demande des comptes. Donc les appareils politiques, les outils politiques qui sont censés représenter un espoir de changement et un espoir de renouvellement ne jouent pas assez leur rôle. Mais la jeunesse en soi s'intéresse à la politique, s'intéresse à ce qui se passe dans son pays. Un coup d'œil dans les rétroviseurs permet pourtant de s'apercevoir que cette jeunesse africaine, depuis au moins un quart de siècle et les conférences nationales des années 1990, a toujours su imposer son droit de regard via les organisations de la société civile. Une tendance qui, selon certains spécialistes, ne fait que se confirmer. La jeunesse, à un moment, a connu une désillusion. Par rapport aux promesses qui ont été faites par les politiques, la jeunesse s'est rendue compte qu'elle n'a pas été prise en compte dans les différents schémas de développement. Alors, en réaction à tout cela, elle a préféré tourner le dos à la politique. Mais c'est maintenant, avec l'exemple que le Burkina Faso a donné, la jeunesse a commencé à se prendre en charge, à avoir confiance en elle-même et à commencer à s'impliquer de plus en plus dans le jeu politique. Voilà comment il faut expliquer les choses. Connue pour son dynamisme économique et son imagination débordante, la jeunesse africaine doit maintenant montrer sa capacité à s'allier autour d'idées et d'actions constructives communes au-delà de la simple contestation. Une union qui fera la force et le développement durable du continent. La situation en Centrafrique inquiète bien au-delà des frontières du pays. Le pape François a appelé ce dimanche à toutes les parties impliquées à mettre fin au cycle de violence. Il faut dire qu'au moins 2 personnes ont été tuées samedi à Bangui par des musulmans armés qui ont attaqué des quartiers chrétiens dans le sud-ouest de la capitale. La veille, 4 personnes avaient perdu la vie dans une attaque similaire. Alphonse Nzoué Mokai, 3e vice-premier ministre équato-guinéen chargé des droits de l'homme, a tenu une conférence de presse le 30 octobre à Paris, l'occasion de réagir aux accusations de la coalition pour le retour de la démocratie en Guinée équatoriale. Le point tout de suite avec Deogracias Podo. Face à de récentes accusations de crimes politiques, le gouvernement équato-guinéen a réagi ce vendredi 30 octobre 2015. Réunis au sein de la coalition pour le retour de la démocratie, plusieurs opposants avaient, il y a encore quelques jours, accusé les autorités équato-guinéennes d'avoir perpétré l'assassinat d'au moins 310 opposants entre 1979 et 2015. Pour le 3e vice-président Alphonse Nzoué Mokai, il n'en est rien. Nous voulons, au nom du gouvernement, de faire par l'information aux connaissances de tout le monde. La fameuse liste-là, c'est une fausse histoire qui sont inventées les malfaiteurs qui veulent nuire l'image de Guinée équatoriale. Si vous voyez dans la liste, la plupart des gens qui sont là, ce sont des gens qui sont morts au temps de l'ancien président Mathias Nguema Biyogo. Donc, ce n'est pas le régime du président Obiangema qui a assassiné ces personnes, c'est faux.
Le 12 octobre 2015 à Paris, une liste de présumées victimes d'assassinats politiques avait été présentée par les responsables du CORED, coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique en Guinée équatoriale. Depuis plusieurs années, ces derniers maintiennent la pression sur le pouvoir en place, estimant que le pays souffre d'un manque de liberté des acteurs politiques, de la société civile ou encore des médias. Mais de l'avis du gouvernement, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Les questions relatives aux droits humains font partie des priorités de l'exécutif. C'est une manière de nous créer des problèmes. Une manière d'éviter d'aller parler à la messe de dialogue qu'on a convoquée à Malabo. Pourquoi, si ces listes existaient, ils ne sont pas venus à la messe de dialogue qu'on a convoquée à Malabo? C'était bien qu'on discute de ces listes étant à Malabo. Parce que les gens qui sont ici, ce sont des gens de Malabo et de la Guinée équatoriale. Pourquoi faire la présentation de ces listes maintenant à Paris? Quoi qu'il en soit, les autorités équato-guinéennes sont prêtes à dialoguer avec les acteurs de l'opposition et de la société civile dans la logique du développement du pays. Toutefois, elles assurent également que le gouvernement se réserve le droit de poursuivre en justice les auteurs de telles accusations. Zoom à présent sur la Safonienne, une technologie révolutionnaire lancée par une start-up tunisienne, révolutionnaire par l'absence de pales et son rendement 2 fois plus important que l'éolienne classique à 3 pales. Birama Saouna. En Tunisie, une start-up a créé un convertisseur sans lame. Il s'agit d'une nouvelle façon de capter l'énergie du vent pour produire l'électricité. La nouvelle invention de ces jeunes Tunisiens de 37 ans s'appelle la Safonienne. Elle est conçue pour causer moins de bruit et de fournir une énergie moins chère. L'invention peut également être utilisée pour pomper de l'eau et servir de compresseur pour la climatisation. La rentabilité, plutôt la performance de la Safonienne se traduit sur 2 niveaux. Sur le plan technique, donc elle a un meilleur rendement que celui de l'éolienne conventionnelle. Presque, on a pu atteindre sur le plan pratique 1,7 fois l'éolienne conventionnelle. Et sur le plan économique, c'est une machine qui s'avère beaucoup moins chère que l'éolienne conventionnelle. La Safonienne peut transformer près de 80% de l'énergie du vent en électricité. Anis Aoun ne compte pas vendre son invention dans des unités séparées. La start-up veut plutôt mettre de l'électricité à la disposition des fournisseurs dans le monde entier. En Tunisie, cette invention dans le secteur énergétique est très appréciée. C'est une fierté pour nous. Ça prouve que voilà, c'est une démonstration qu'on peut faire des choses, que cette jeunesse tunisienne a les moyens intellectuels et émotionnels pour risquer dans des sentiers nouveaux et être à la hauteur du défi. En octobre 2015, Safon Energy a reçu le Gulfstream Navigator Awards 2015, un prix décerné chaque année aux industries, notamment celles qui ont un impact positif sur la santé, l'économie ou l'environnement, tout en respectant les cultures mondiales. Autrefois très prisée par des visiteurs étrangers, la Mouffe a perdu de sa superbe. Cette île kenyane située dans l'océan Indien fait aujourd'hui les frais de la baisse de l'activité touristique dans le pays, aux grandes dames de ses habitants qui tentent tant bien que mal de redorer le blason. Théocratia Podo. À 44 ans, Isaïe Chipiator a toujours conservé sa passion pour la pêche. L'océan et tout ce qui peut s'y trouver représente sa source d'inspiration. Depuis plus d'une dizaine d'années, cet artiste kényan suscite la curiosité des touristes. Avec du caoutchouc, d'autres matières plastiques, des boutons de tissu et des planches de bois, Isaïe redonne une seconde vie à ses matériaux de récupération, et ceci en 4 heures. Quand j'étais jeune, mon père travaillait dans une usine de poissons. J'ai également l'habitude de voir à quoi ça ressemble et c'est ainsi que mon talent pour l'art s'est développé. Je me suis demandé, si tout le monde aime manger le poisson, pourquoi ne pas s'en inspirer pour faire des objets de décoration? Isaïe déclare avoir débuté son commerce avec un capital de $100. Aujourd'hui, il est propriétaire de 2 boutiques d'art sur l'île de Lamou et parfois, il participe à des expositions lors de manifestations culturelles. Une reconnaissance pour son talent, mais pas suffisant. Il est inquiet, comme la plupart des artistes de la région, qui souffrent d'une baisse de la clientèle de touristes sur l'île. Pour l'instant, nous n'arrivons pas à vraiment rentabiliser. Nous comptons sur les touristes. Il n'y a pas beaucoup de magasins locaux ici. Pendant la haute saison, c'est-à-dire les mois de juillet et août, nous pouvons faire des recettes jusqu'à un demi-million de shillings par mois. Mais actuellement, nous gagnons en moyenne 50 000 shillings par mois.
Le taux de chômage croissant constitue une menace pour l'économie de la région. Celle-ci dépend essentiellement du tourisme de loisirs qui souffre de l'insécurité après les multiples attentats terroristes. Toutefois, les artistes croient toujours à un retour à la normale, ceci grâce aux efforts que pourront fournir les autorités. L'exode des jeunes footballeurs africains pénalise les championnats locaux du continent et les sélections nationales. Pour lutter contre ce phénomène, il est donc urgent de mettre à disposition des moyens permettant de répondre aux attentes des joueurs. Alioune Guindo et Jean-Célestin et Djangé. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.